Autun. Cette petite ville de 16 000 âmes, nichée au pied du Morvan, est dotée d'un patrimoine exceptionnel qui invite à un voyage dans le temps. Elle est née il y a plus de 2000 ans par la seule volonté d'un empereur romain, Auguste. Cette ville sera nommée Augustodunum, la forteresse d'Auguste. Il en fera une ville prestigieuse. Elle devait représenter la puissance de l'Empire romain en Gaule, alors Auguste n'hésite pas à faire édifier, comme à Rome, des monuments impressionnants. La devise de sa cité était « Sœur et émule de Rome ». Augustodunum deviendra la deuxième ville de Gaule, après Lugdunum, Lyon. De ce passé glorieux, il reste aujourd'hui encore de nombreux vestiges comme la porte d'Arrou, qui était l'une des 4 entrées monumentales de la ville, le théâtre antique, qui pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes, ou encore le mystérieux temple de Janus. Pour découvrir ces sites, nous serons accompagnés d'Angélique Tisserand et de Yannick Labaune. Ils sont archéologues et travaillent pour la ville d'Autun. Autun, c'est aussi sa cathédrale Saint-Lazare, édifiée à partir de l'an 1120. Elle fut pour les pèlerins, qui pouvaient y observer les reliques du saint homme, ami de Jésus, un lieu de rendez-vous incontournable. Aujourd'hui, elle est connue pour son formidable tympan qui représente le jugement dernier. Afin de mieux comprendre cette époque et de décoder le travail des sculpteurs, nous avons fait appel à Brigitte Maurice-Chabard et André Strasberg. Ils sont tous deux historiens et spécialistes de l'époque médiévale d'Autun. Au fil des siècles, Autun a su conserver son statut de ville d'art et de culture. Au XIXe, en pleine révolution industrielle, la ville se voit enrichie d'un théâtre à l'italienne. Aujourd'hui encore, ce lieu accueille spectacles et tours de chant. Nous le découvrirons en compagnie d'Augustin Tamar, crieur public, et de Bruno Poirier, régisseur. Cette balade commence ici au bord de la Roue. La porte nord était l'une des 4 entrées de la ville. La voie d'Agrippa, axe de communication important à l'époque gallo-romaine, qui reliait Lyon à Boulogne-sur-Mer, traversait la ville d'Autun et passait par cette porte, faisant de cette ville un site stratégique et prestigieux. André, on ne cesse de faire des découvertes qui remettent en cause la date de fondation de la ville d'Augustodunum. Oui, actuellement on en est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais véritablement la succession d'Autun par rapport à Bibracte comme capitale des Éduins, c'est l'extrême fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment où s'organise politiquement la Gaule et où il y a une ambition politique pour cette ville qui est une vitrine du savoir-faire urbanistique et architectural romain en terre éduenne, les Éduins étant des alliés privilégiés des Romains dans la conquête de la Gaule. Voici à quoi ressemblait l'entrée nord de la ville sous le règne d'Auguste. Les 3 autres portes étaient identiques et elles aussi implantées aux coins cardinaux. Cette porte a 2000 ans, ses vestiges sont remarquables. Cette porte ne pouvait avoir comme seul rôle que de permettre l'entrée dans la ville d'Augustodunum. Alors, bien sûr, c'est un point de contrôle des entrants et des sortants de la ville, mais en même temps, elle affirme extérieurement l'importance de cette cité par une architecture qui touche à celle des arcs de triomphe. Ça annonce le privilège dont bénéficie Autun, celle d'une enceinte fortifiée sans être colonie romaine. La ville garde encore aujourd'hui les traces de l'urbanisme mis en place par les Romains il y a 2000 ans. Le plan de la ville a peu changé et sur les 6 km de remparts créés au 1er siècle, 4 km ont subsisté et encerclent encore les hauteurs de la cité. À la périphérie de la vieille ville, nous retrouvons Angélique et Yann pour une visite de l'ancien quartier des spectacles de la cité romaine. Alors Angélique, on est dans un endroit particulier d'Autun. Oui, alors là on est sur le site du théâtre romain d'Autun. Comment ça se présentait à l'époque ce Oui, c'est théâtre? vrai que là on a un peu de mal à s'imaginer. En fait, il faut imaginer un édifice totalement fermé. Donc fermé de ce côté-là par ce qu'on appelle le front de scène, donc un mur décoré qui montait tout droit et qui était fermé par un mur en demi-cercle
de cette façon, qui montait à 30 mètres, donc au niveau de la hauteur des arbres. Avec ses 148 mètres de diamètre, le théâtre d'Autun était le plus grand du monde romain avec le théâtre de Pompée à Rome. Il pouvait sans doute accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. On appelle ça un théâtre de classe, en fait, qui respecte la hiérarchie sociale. En bas, en fait, dans la partie en sable, on a ce qu'on appelle l'orchestra, donc comme aujourd'hui les sièges d'orchestre, donc pour les nobles. Et ensuite, il y a 3 niveaux de gradins qui montent jusqu'en haut, et chaque partie de gradin correspond à un niveau social. Plus on monte dans le théâtre, plus on descend dans la hiérarchie sociale. À proximité du théâtre, un autre lieu avait été édifié, l'amphithéâtre de plus de 150 mètres de diamètre. Ces 2 sites faisaient de ce quartier le poumon culturel de la ville. Dédié aux grands spectacles, comme les courses de chats, combats d'animaux, l'amphithéâtre a été démantelé au XVIIe et XVIIIe siècle. Les bâtisseurs de l'époque, manquant de matières premières, ont réutilisé la totalité des pierres antiques dans leur nouvelle construction. À quel type de spectacle on pouvait assister? Alors il ne faut pas imaginer des spectacles comme aujourd'hui, des tragédies comme on les connaît, mais plutôt des comédies, mais un peu comme des farces, des choses très burlesques, vraiment où on se moque beaucoup de la société. Et on a retrouvé des masques de comédie vraiment très grotesques, des choses comme ça. Oui, voilà, un peu comme le théâtre à l'italienne. Ces distractions en fait ont un rôle politique très important en fait, parce que les spectacles étaient offerts par des notables. Pas de combat de gladiateurs ici? Non, pas ici. Dans l'amphithéâtre, en revanche, il y avait des combats de gladiateurs, il y avait aussi ce qu'on appelle des chasses, et peut-être même des spectacles qu'on appelle des naomachis, en fait, des espèces de batailles navales. Ça donne une idée un peu du rayonnement culturel de la ville d'Autun. Autun, grâce à son patrimoine exceptionnel, fait partie du réseau des villes d'art et d'histoire. Et fait rare pour une ville de cette taille, la municipalité s'est dotée d'un service archéologique. Yannick Labaune en est le responsable. Ça fait une quinzaine d'années qu'on intervient sur, je dirais, des dizaines de chantiers. Là, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons au bureau des archives qui concernent toutes les opérations réalisées depuis évidemment les années 1980 par mes prédécesseurs. Et ce sont environ 300 occurrences, 300 fouilles, diagnostics, sondages qui ont été réalisés dans les murs de la cité. On a fouillé à peu près 1% de sa superficie. Donc c'est très peu, hein. Il reste 99% de la ville à mettre au jour et à mettre en évidence. Yannick se rend aujourd'hui au temple dit de Janus. Situé en dehors de la ville, ce lieu de culte mystérieux n'a pas encore révélé tous ses secrets. Bonjour Brigitte. Bonjour Yannick. Alors ces dernières fouilles. Eh bien, on n'a toujours pas retrouvé. Vous n'avez pas retrouvé Janus? On n'a pas retrouvé Janus. Hein. On est toujours un petit peu dans l'expectative. Les genêts qui poussaient là ont donné le nom au lieu dit, les genetois. Et on a dit que c'était le temple de Janus, mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas retrouvé de statue ou de dédicace ou d'inscription qui permettent d'en savoir un petit peu plus. Là, il y a quelques semaines, ce lieu était totalement ouvert et vous aviez des étudiants de l'université de la Sorbonne qui travaillaient sur la mise en évidence de tout le système d'entrée à l'intérieur de ce temple antique. Depuis 15 ans, tous les étés, ce sont plus d'une trentaine de jeunes étudiants en archéologie qui se relaient à Autun et dans ses environs pour fouiller les sols. Le but de ces recherches est de faire avancer les connaissances autour de la ville d'Augustodunum et du temple de Janus. Ces fouilles sont coordonnées par Yannick. Les éléments découverts seront ensuite traités, analysés et interprétés en laboratoire. Ils iront ensuite enrichir les collections des musées. On a une origine probablement ancienne, l'occupation de ce quartier-là, bien antérieure à la fondation de la ville par l'empereur Auguste, et très certainement contemporaine de l'occupation de Bibracte, l'ancienne capitale des Éduins. Sous le temple romain, on a probablement un temple de même plan, de tradition gauloise, plus ancien, qui fait en sorte que le choix d'implantation de la ville romaine ne s'est peut-être pas fait au hasard. À l'automne, après avoir enseveli les fondations découvertes, les fouilleurs ont quitté le temple de Janus.
L'année prochaine, ils reviendront pour creuser dans un autre secteur de la ville et ainsi continuer à mettre au jour un passé oublié. Les objets ou les fragments découverts dans le quartier de la Genetois, au temple de Janus, sont stockés ici, au centre d'archéologie de la ville d'Autun. Là, des milliers de tessons, statuettes ou ossements sont en attente, soigneusement répertoriés. Pour Angélique et Yannick, il s'agit désormais de décoder les informations que peuvent apporter ces trouvailles. Là, il s'agit d'un gobelet à boire en céramique fine qu'on appelle la céramique métallescente, puisqu'elle va avoir effectivement on va rechercher des reflets irisés qui imitent la vaisselle en bronze, qui est évidemment plus coûteuse. Voilà. Évidemment, là, les universitaires recherchent où est-ce que ces céramiques ont été consommées, utilisées. Et il y a de grandes chances qu'ils aient été utilisés à l'intérieur même du quartier de la Genetois qui accueille un sanctuaire, donc utilisé par les pèlerins. Donc on peut tout à fait imaginer une taverne ou une zone où on a consommé du vin sur le sanctuaire à l'occasion de cérémonies, de fêtes et de banquets. D'autres découvertes importantes ont été faites cette année au pied du temple de Janus. Un lot de petits moules en plâtre, servant à fabriquer des statuettes représentant des divinités, a été extrait du sous-sol autunois. Angélique s'intéresse à leurs fabricants. Les potiers qui fabriquent ces figurines s'appellent des choroplastes. Et on imagine très bien que les productions sont probablement achetées par les pèlerins sur le lieu du sanctuaire et qui allaient les offrir aux dieux au temple. Donc là, c'est un moule de déesse mère qui est un motif très répandu en fait d'offrande. Alors l'exemplaire que j'ai dans la main n'est pas signé. En revanche, on l'a sur celui-ci. Là, on voit le P de Pistilus. Donc ça, c'est un artisan qu'on connaît bien sur Autun depuis longtemps. Ses productions ont été vendues à travers la Gaule. Alors sur la fouille du quartier de la Genetois, on a trouvé d'autres signatures qu'on ne connaissait pas encore, qu'on n'arrive pas forcément à bien lire. Ça fait l'objet d'une étude à venir. Mais c'est très intéressant d'avoir une diversité en fait, au niveau des potiers qu'on ne connaissait pas encore. Toutes les informations qu'on récolte font qu'on élabore au fur et à mesure la carte archéologique d'Autun à l'époque antique. Autre époque, autre lieu de culte. Nous sommes au Xe siècle. La religion catholique s'est imposée face au culte païen. Les reliques de Lazare, ami de Jésus, sont amenées ici, à Autun. Pour les recevoir, on entreprend, tout près de la cathédrale Saint-Nazaire, la construction d'une seconde cathédrale. Impressionnante par sa taille, elle sera achevée 2 siècles plus tard. On la nommera évidemment Saint-Lazare. Alors André, nous quittons les restes de la cathédrale Saint-Nazaire. Donc Autun, une ville avec 2 cathédrales? Pas tout à fait, puisqu'en fait Saint-Lazare n'était pas à l'origine une cathédrale, c'était une église de pèlerinage construite pour accueillir les reliques de Saint-Lazare, arrivées ici le 1er septembre 1972. Les pèlerins d'ailleurs qui venaient à Autun allaient d'abord à Saint-Nazaire, d'où ils sortaient pour entrer à Saint-Lazare par ce portail surmonté d'un tympan représentant la résurrection de Lazare. En 1766, 5 siècles après son édification, les chanoines d'Autun décident de modifier leur cathédrale. À cette occasion, la porte latérale et le tympan de la résurrection de Lazare sont démontés et les pierres disséminées dans la ville. Nous découvrons cet univers roman. Voilà, nous sommes à l'intérieur de la coquille et c'est là que l'on perçoit véritablement le parti originel de construction de cette église qui doit tout à Cluny, avec une marque ici plus particulièrement autunoise, c'est l'emploi systématique du pilastre cannelé hérité de l'Antiquité. La richesse de la cathédrale vient également de ses chapiteaux sculptés qui retracent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils sont exposés dans la salle capitulaire de la cathédrale. Finement travaillés, ils évoquent par exemple la pendaison de Judas, 2 diables ailés tirent sur la corde, ou encore la mort de Caïn. Atteint d'une flèche tirée par son père,
les traits figés par la souffrance, les yeux grands ouverts. Il s'écroule. Il était très rare au XIIe siècle qu'une cathédrale soit ornée de tels chapiteaux historiés. Seul Vézelay en possède. Ces sculptures sont l'œuvre d'un seul artiste, Gilbertus d'Autun. Son œuvre la plus connue est le tympan du Jugement dernier qui domine le portail du narthex. L'artiste, fait rare à cette époque, a signé sa création. Gilbertus hoc fecit. Gilbert a fait cela. C'est une composition saisissante, un des 3 grands tympans romans d'Europe, avec ceux de Moissac et de Vézelay. Et pourquoi le Jugement dernier? Alors, une des hypothèses, c'est l'usage ancien de ce secteur, qui était une zone funéraire. Le Porche n'avait pas son organisation actuelle. Et tout naturellement, dominant une zone funéraire, on avait le Jugement dernier, avec le Christ en majesté, à ses pieds, à gauche, fait inhabituel, Saint-Michel pesant les âmes, et puis aux extrémités de cette composition, à la droite du Christ le paradis, la Jérusalem céleste, et à sa gauche l'enfer. Les chercheurs, aidés des outils 3D, ont décomposé le travail du maître sculpteur Gilbertus. Ils ont découvert comment, au XIIe siècle, pièce après pièce, l'artiste avait fragmenté son travail en ateliers, de quelle manière il faisait ressortir les ombres, et enfin, quelle technique d'assemblage avait été utilisée pour reconstituer ce puzzle de 32 pièces sur le portail. À 2 pas de la cathédrale, dans le musée Rollin, sont conservés quelques fragments d'un autre tympan, aujourd'hui disparu. Celui de la résurrection de Lazare. Christian et André rencontrent ici Brigitte Maurice-Chabard, la conservatrice des lieux, pour faire le point sur les dernières découvertes autour de ce tympan mystérieux. Pour bien comprendre, il faut se reporter à l'élévation ici. Alors vous êtes sortis donc par ce grand portail du Jugement dernier et en fait les pèlerins entraient par celui-ci, le portail latéral qui faisait face à la cathédrale Saint-Nazaire. Ce portail était doté aussi d'un linteau et d'un tympan au XIIe siècle entièrement sculpté. Malheureusement, une décision du chapitre en 1766 a décidé la rénovation de la cathédrale. En clair, donc une destruction. On a détruit cette partie romane et nous n'avons qu'un fragment du linteau avec l'Ève couchée. Vous voyez que c'est simplement un élément d'un grand linteau. Il a été retrouvé une centaine d'années plus tard dans le mur de refend d'une pharmacie autunoise. Malheureusement, nous avons perdu Adam. Adam qui faisait face à Ève sur la partie gauche, puisque la position du diable est beaucoup plus certaine, puisque nous avons sa main griffue qui incline l'arbre en direction d'Ève. Alors c'est un relief qui est exceptionnel, avec du bas-relief, du haut-relief et de la ronde bosse, ce qui lui donne une certaine profondeur. Et puis le sculpteur s'est également essayé à un 3/4 dans le très beau visage d'Ève qui semble suivre le visiteur du regard. Alors un regard qui est un petit peu aveugle aujourd'hui, mais qui était doté de pattes de verre au XIIe siècle. Et on peut presque affirmer qu'Ève ici avait les yeux bleus, parce que les personnages du tympan du Jugement dernier que vous avez vu ont presque tous des yeux en pattes de verre bleu. Y compris le diable. Et que reste-t-il du tympan ? Du tympan, peu de choses, puisqu'il a subi le même sort que le linteau. Nous n'avons qu'un fragment donc, de ce tympan qui représentait, sous forme de très grande figure, la résurrection de Lazare. Donc tout cela était bien sûr très symbolique, la tentation d'Adam et Ève, le péché racheté bien sûr par la résurrection, et puis bien sûr rémission des péchés avec le Jugement dernier qui était au grand portail. Ces créations prestigieuses avaient été commandées à Gilbertus d'Autun dans le but de préparer le pèlerin à un cheminement particulier. En progressant à l'intérieur de la cathédrale, dans la pénombre, ce même pèlerin découvrait un mausolée monumental qui occupait les 2/3 du chœur. Il contenait les reliques de Saint-Lazare. Dans cette maquette, nous voyons l'arrivée du petit pèlerin qui va circuler à l'intérieur de ce mausolée par les bras du transept. Donc il descend à l'intérieur de ce monument
Alors c'était très impressionnant parce que le petit pèlerin devait passer sous le sarcophage qui contenait réellement le corps de Lazare. Et de ce fait, il devait circuler courbé. Et en contrebas, il va découvrir la scène sculptée de la résurrection de Lazare. Et ainsi, il passait d'un monde de ténèbres à un monde de lumière. Il avait l'impression de vivre réellement la résurrection, dans sa propre chair, physiquement. Comme le tympan, le mausolée de Lazare, fait de marbre aux couleurs multiples, a été en grande partie détruit au XVIIIe. Il ne reste que ces statues gardiennes d'un passé oublié. Dernière étape de notre voyage dans le temps à Autun, sur la place de la mairie, nous retrouvons Yann le Jeune, aujourd'hui en tenue de scène. Oh yeah! Oh yeah! Lui aussi est l'héritier d'un passé oublié. Autrefois, ici, sur cette même place, le garde champêtre annonçait au son du tambour les nouvelles concernant la cité. Yann le Jeune, alias Augustin Tamar, perpétue cette tradition. Mais cette fois, au son du klaxon. Messieurs, dames, je me présente Augustin Tamar, crieur public de mon État, envoyé par le ministère utopique des Relations humaines. Tous les mois, je viens sur le marché crier les messages que les gens m'ont auparavant écrits et m'ont déposés dans différents lieux de la ville. N'oubliez pas de récolter tous vos bouchons plastiques et liège pour l'association Un bouchon récolté, un geste utile. C'est de redonner la parole à des gens qui l'ont peut-être perdue. En tout cas, donner une valeur à cette parole-là et l'étendre à l'espace public. Un message de la plus haute importance. On s'aperçoit que quand on fait ça, ça crée du lien social. En attendant, merci, messieurs, dames. Depuis l'époque antique, les arts et le spectacle ont une place importante dans le quotidien des habitants d'Autun. Yann va découvrir, à 2 pas de la mairie, le petit bijou de cette ville. Ça va Je crie souvent à côté et je me demandais si c'était possible de faire une petite visite particulière du théâtre. Il n'y a pas de problème. On y va. Merci. Et voilà. C'est magnifique, hein? N'est-ce pas? Alors, il date de quand, ce théâtre? Alors, il a été ouvert en 1884. Il a été construit sur les bases d'un autre théâtre qui, lui, a été démoli. Et donc, c'est un théâtre à l'italienne? Tout à fait. Alors, ce qui caractérise le théâtre à l'italienne, hein, donc c'est un parterre, 3 balcons avec une salle en forme de U ou de fer à cheval. Hein. Voilà. La particularité ici, mais qu'on retrouve dans d'autres aussi, c'est qu'on est en pleine révolution industrielle, hein, en pleine période Eiffel, et on a tout un tas de piliers en acier qui montent et qui tiennent les balcons. Donc en fait, fini cette période où on avait des gros poteaux en bois qui bouchaient toute la vue et on n'avait que des petites loges. Donc là, on a une plan de salle très très aérée. Alors Bruno, j'ai vu le théâtre antique. Maintenant, je suis dans ce lieu magnifique de la fin du 19e. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'à Autun, il y a une tradition théâtrale? On pourrait dire ça comme ça, hein, parce que les premières traces remontent justement à l'Antiquité, avec le théâtre que tu as vu. Mais il y en avait un deuxième qui était à côté, ce qui est assez rare pour les villes à l'époque. Et on a des traces de théâtre aussi au XVIIe, qui se faisaient aux alentours de la cathédrale, dans une chapelle, prêtée par les chanoines. Plus tard, un autre théâtre qui a été fabriqué en attendant d'avoir quelque chose en dur, et le théâtre précédent, qui date fin 18e, et puis maintenant celui-ci qui date de fin 19e. D'accord. Et est-ce que je pourrais me permettre de crier un de mes messages sur scène? Mais je t'en prie, vas-y. Autun, oh tiens, Augustin, crie devant tes halles. Auguste, te tins pour capitale. Autun, ne t'éteins pas. Augustin, ne te